La seconde partie de notre débat consacrée ce soir à cette conférence de Genève 2, censée mettre en place une transition politique. Alors on est bien loin évidemment de cette transition politique, tant les positions des uns et des autres semblent irréconciliables. L'Iran n'a pas été invité à cette conférence, on en a parlé tout à l'heure avec nos invités. Avant de reprendre ce débat, je vous propose d'écouter le chef de la diplomatie américaine, John Kerry. Personne n'a plus contribué à faire de la Syrie un aimant à terroristes que Bachar al-Assad. Il est le plus important aimant à terrorisme de la région. Et par le choix de ses armes, par ce qu'il a fait, il a depuis longtemps perdu toute légitimité. Qui peut imaginer que demain, ou dans une semaine, ou dans un mois, on puisse dire « D'accord, tout va bien, vous pouvez diriger la Syrie ». Bassam Taham, vous vouliez réagir à ce que disait Christophe Ayad, qui disait qu'on ne peut pas dissocier le régime syrien de sa tête du clan Assad. Il a dit encore une chose, à mon sens, plus importante, c'est que c'est une histoire de rapport de force. Or, aujourd'hui, je suis entièrement d'accord, Bachar est plus fort que jamais. Il est en train de reconquérir le pays. Maintenant, au niveau régional, la Turquie, qui a servi de base arrière, de fonds stratégique pour toute l'opposition, les rebelles, les takfiris, les groupes islamistes, est en train de passer dans une zone de turbulence très grave. La livre turque chute, la bourse aussi. Erdogan n'est pas sûr de gagner les élections, voyez-vous. Donc, au niveau de l'échiquier régional, une des grandes forces qui est la Turquie est marginalisée et risque même de connaître des problèmes intérieurs, d'où toutes les arrestations des islamistes qu'on a aidés il y a quelques mois, parce que la Turquie joue double jeu. Venons à... Les islamistes, pardonnez-moi, je vais quand même vous reprendre, Bachar el-Assad qui a aussi instrumentalisé les islamistes aussi. On en est aussi aujourd'hui dans cette situation. C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Voilà, notamment au début de la révolution syrienne. C'est un rapport de force. Donc chacun instrumentalise... Non, mais on ne peut pas dire que le rôle de Bachar el-Assad dans les islamistes était plus important que celui du Royaume saoudite, des services secrets étrangers, des États-Unis et de la Turquie. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il est content aujourd'hui, pardonnez-moi Bassam Taham, qu'il est content finalement aujourd'hui de cette situation, Bachar el-Assad, de cette montée des islamistes, mais écoutez, je ne suis pas dans sa tête l'opposition... pour savoir ce qu'il pense, mais revenons à une analyse géopolitique, s'il vous plaît. L'Arabie saoudite, que j'appelle moi désormais le Royaume saoudite, parce qu'il ne mérite pas le nom d'Arabie, le Royaume saoudite va aussi connaître une évolution. Et là, je crois que Randa Kassis est d'accord avec cela. Ceux qui gouvernent le Royaume saoudite sont tous séniles. On s'attend à des changements énormes. Maintenant, pourquoi la Syrie pousse les forces étrangères à lâcher la coalition et les rebelles ou les révolutionnaires, appelez-les comme vous voulez. Ce n'est pas un problème. C'est parce qu'ils se rendent compte que, avec l'affaiblissement de ces deux pôles, le Royaume, le Qatar également et la Turquie, c'est un danger. La Syrie devient un danger non seulement régional, mais mondial, de terrorisme. Aujourd'hui, on a eu Valls qui a parlé de 16 mineurs qui sont en Syrie. Ça, moi, je l'avais dit il y a 1 an et demi, vous jouez avec le feu. Tôt ou tard, la Syrie va être gagnée par des islamistes. Et vous vous souvenez, au début, on leur disait qu'il y a au moins... Le choix, c'était la dictature ou les islamistes? Mais il fallait jouer d'une manière plus fine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si notre diplomatie a été médiocre, on n'a qu'à battre sa coupe et trouver d'autres solutions. La réelle politique, je suis d'accord. Il faut, et c'est là où je crois que Fabius a mis de l'eau dans son vin. Il a compris que cette coalition ne représentait plus rien. Il faut trouver, je suis sûr qu'on va former une autre coalition dans les jours à venir. Fabrice Vallanche, est-ce qu'on peut dire quand même ce soir finalement que d'une certaine manière Bachar el-Assad a réussi son coup, que sa stratégie a fonctionné? Lui qui disait dès le départ de cette révolution qu'au départ c'était des révolutionnaires qui demandaient plus de démocratie, c'était des jeunes, etc. Et lui disait moi je suis là, je combats des terroristes. Et finalement aujourd'hui en effet il y a une montée du terrorisme, du djihadisme, et que sa stratégie finalement, la stratégie qu'il a mise en place il y a 3 ans, aujourd'hui a fonctionné.
Oui, Bachar el-Assad, dès le départ, a mené, je dirais, une stratégie de contre-insurrection propre à la Syrie, pas comparable à celle des Américains en Irak ou en Afghanistan. Il ne s'agit pas de gagner les cœurs. Là, c'est une autre méthode, celle que son père a utilisée entre 1979 et 1982. Donc une répression massive qui va pousser évidemment à une militarisation de l'opposition. Et dès que vous avez cette militarisation de l'opposition, eh bien vous avez une grande partie de la population qui revient vers vous parce qu'elle a peur. Les minorités, mais aussi les gens qui ont envie de vivre tranquille. Ensuite, vous allez vous organiser pour diviser l'opposition. Et je ne sais pas s'il est très content de la montée en puissance des islamistes, mais en tout cas stratégiquement, ça l'arrange. Ouais. Je ne pense pas que ce soit lui qui ait créé les islamistes, mais en tout cas... Mais il a aidé peut-être, parce qu'on dit qu'il a libéré de prison, en tout cas, des dizaines d'islamistes. Mais ce qui est plus important... On dit, par exemple, alors vous allez me confirmer ou pas, on dit que le IL, l'État islamique en Irak est au Levant, que les zones qui sont tenues par le IL, que l'armée syrienne ne bombarde pas ces zones, alors qu'elle bombarde la population syrienne. Alors est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai, parce que il a tout à fait compris que l'État islamique d'Irak et du Levant allait finir par se battre contre les autres groupes islamistes, contre les autres groupes rebelles, et que l'existence de cet État islamique constitue un épouvantail qui lui permet de ramener la population vers lui, et ensuite de diviser l'opposition syrienne. Comment voulez-vous aujourd'hui que les rebelles syriens puissent constituer une force unie après des combats meurtriers entre eux? Les Kurdes, dès le départ, ont quitté en fait les rebelles parce qu'ils se sont battus entre eux, et aujourd'hui ils sont irréconciliables. Donc on a une stratégie de contre-insurrection qui fonctionne, et c'est pas parce qu'ils ne contrôlent pas la majorité du territoire qu'il est sur la défensive. Au contraire, ils contrôlent les centres névralgiques, la capitale, l'axe, l'attaqué Damas. Il contrôle la majorité de la population syrienne. Il est présent dans quasiment toutes les villes de Syrie, sauf Raqqa, qu'il laisse aux islamistes, qu'il ne bombarde pas, comme je vous le disais, parce que ça sert d'épouvantail. Et lorsque la population sera mûre, c'est-à-dire qu'elle en aura assez de la guerre, qu'elle va rejeter les islamistes, soit parce qu'elle veut un retour de la sécurité, soit parce que les islamistes commettent des exactions, eh bien, elle accueillera l'armée syrienne, non pas parce que ce sont des fans du régime et qu'ils adorent Bachar el-Assad, mais parce qu'elle leur apportera la sécurité qu'ils espèrent aujourd'hui. Randa Kassis, vous le disiez tout à l'heure, ce qu'on peut peut-être attendre vendredi, est-ce que vous y croyez justement à ces échanges de prisonniers, la mise en place de couloirs humanitaires? Il faut attendre, il faut espérer, c'est ça. Nous espérons tous, mais à vrai dire... Vous n'y croyez pas trop? Non, pas trop, mais je sais qu'il y a d'autres initiatives qui sont en train de se préparer de la part de plusieurs... on va dire plusieurs pays et aussi plusieurs forces d'opposition. Alors il faut attendre dans une, on va dire entre 15 et 20 jours, il y aura quelque chose de nouveau. C'est ça ce que je peux dire. Quel type d'initiative? Je pourrais pas dire. Voilà. Non, vous voyez, moi je pourrais ajouter quelque chose, c'est que ce Genève 2 aura servi à montrer la faillite de la coalition. Parce que là, ils ne sont plus qu'une quarantaine. Et les pays qui les soutenaient, ils ont compris qu'ils ont joué la mauvaise carte. À commencer par la France. Ils ont dit, mais enfin, chevalier, se casser en quatre pour les mettre d'accord, impossible. Donc il faut bien trouver une solution. Donc je crois, cette faillite va déboucher justement vers peut-être une politique plus réaliste de tout le monde, même des Américains. Et là, je dirais à Kerry que franchement, il a placé la barre trop haut au début. Et c'est une erreur diplomatique. C'est pas comme ça, à moins qu'il veuille absolument qu'il y ait confrontation et qu'on en arrive là. Mais je pense pas. Je crois que franchement, c'était une erreur diplomatique. Il fallait démarrer, surtout que la coalition était faible. Hein. La plupart des gens ont quitté. Ben, elle est faible parce qu'elle n'est plus représentative. Pardon ? Vous aviez commencé une phrase, vous n'avez pas terminé. Vous avez dit qu'il fallait démarrer. Oui, vous dites que la barre a été placée trop. Alors oui, il fallait en démarrer disant, sur quoi? il faut que Assad parte. C'est lui le responsable des crimes. Alors qu'il y avait son ministre des Affaires étrangères. Celui de Syrie, vous voyez, si on va vers une réconciliation... Mais donc il fallait démarrer sur quoi, Bassam Il fallait dire, écoutez, on est là pour négocier, atténuer ses positions. La diplomatie... Mais c'est quoi atténuer ses positions? C'est dire Bachar el-Assad doit rester dans le jeu, c'est ça, atténuer ses positions? Non, pas forcément. Ignorer complètement pourquoi on veut absolument personnaliser ce conflit.
Assad, finalement, n'est pas... on lui prête beaucoup, il faut qu'il aille... Mais c'est un clan, Christophe Ayad l'a expliqué. On C'est personnalise ce conflit oui, parce que mais c'est pas un tout clan à fait. qui... C'est vrai, c'est pas vrai. Derrière Bachar, il y a le Bas. Je suis pas tout à fait d'accord Derrière, avec il y a le Bas. Ayad. Il y a le Bas. Il y a des gens qui Attendez. soutiennent Assad. Écoutez, moi, je ne Oui, suis Christophe pas Ayad, alawite, d'accord? Je ne suis pas alawite, mais je vous dirais que, en connaissance de cause, il y a beaucoup de gens qui soutiennent Assad. Des minoritaires et autres, des bassides, des laïcs. Pour quelle raison? Pour X raisons. Non, d'abord, c'est par crainte. C'est Ouais, pas c'est par ça. amour. ça peut être, Voilà. mais Il y a pas- même il y a pas c'est... de crainte. Il y a, non. Aujourd'hui, il y a la parce que crainte, voyez, bien non, sûr, parce c'est que la vous crainte, voyez, c'est je- l'existence. Non, vous voyez, je suis d'accord avec vous que la Syrie manquait de démocratie. Ça, c'est vrai. Mais je ne crois pas... l'erreur de l'opposition, c'est d'avoir militarisé cette Oui, ça, opposition. tout à fait normal. Là, Oui, oui, quand tout à vous fait entrez, d'accord. Je quand suis vous tout à entrez fait en d'accord. conflit avec une armée de 384 000 soldats, admettez qu'il y ait Oui, 100 tout à 000, fait, tout à fait. et vous avez vu que dans les médias ici, on s'est toujours trompé. Beaucoup de défections, aucune défection. Qui a démissionné des chancelleries syriennes? Personne. Personne. Fabius nous avait promis des défections énormes. Qui a? Personne. Vous voyez? Non, il faut être plus réaliste. Il faut aller avec une mentalité de négocier et non pas là. Je crois que Kerry a donné un là qui était faux, musicalement parlant. Christophe Ayad. Moi, j'observe que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur tout ici. Mais non, ce qui me frappe, c'est que si on conçoit cette conférence de Genève comme une conférence de Taïf, comme ce qu'a été la conférence de Taïf pour le Liban, on se trompe. C'est-à-dire que, effectivement, Rand avait raison, c'est le début d'un processus. Taïf était la fin d'une guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 15 ans d'épuisement. On était arrivé à un point d'épuisement des combattants qui comprenaient chaque camp qui n'avait plus grand-chose à gagner, voire beaucoup plus à perdre. Là, ce n'est pas le cas. Je pense que chaque camp reste persuadé, aujourd'hui, ceux qui combattent restent persuadés qu'ils peuvent encore gagner quelque chose par les armes. Donc le point d'épuisement n'est pas arrivé. Et ça m'amène à parler si vous parlez du Liban, 15 ans... Alors je ne dis pas que ça va durer 15 ans, je n'en sais rien, mais je pense qu'on est parti sur une histoire longue. Et moi, il y a deux choses qui me... On peut parler sur deux niveaux. Soit au niveau international, ça ne sert à rien d'attendre un règlement avant qu'on ne sache si Washington et Téhéran normaliseront ou pas. Point. C'est tout. Oui, Je veux dire, Très juste. pour qu'on règle le nucléaire iranien, et là, on parlera des vrais problèmes entre Américains et Iraniens. D'ailleurs, les Russes pourraient faire la gueule à ce moment-là. Ça, c'est un point. Mais moi, ce qui m'intéresse et que me touche beaucoup plus, ou que je connais mieux, c'est, pour être allé en Syrie pendant ce conflit, c'est que je ne... Alors, ok, Bachar est en train de gagner la guerre qu'il a fabriquée, celle qu'il a voulu mener, il la gagne. Parce qu'il est le mieux armé pour ça. Certes, mais gagner une guerre et régner sur un pays, c'est deux choses. Il n'a pas su régner sur la Syrie pendant 10 ans. La preuve, c'est ce qui est arrivé en mars 2011, lorsque cette explosion de mécontentement lui a fichu une trouille inimaginable. Et qu'on ne me dise pas qu'il n'a pas eu peur. Il a eu beaucoup plus peur des manifestants d'ailleurs que des gens qui ont pris les fusils. Et il était très content qu'ils prennent des fusils, ça l'arrangeait. Je ne dis pas que c'est lui qui l'a fait, hein. Mais ça, il sait faire. C'est le royaume saoudite et le Qatar. Peu importe qui c'est, je pense que c'est aussi la répression. Hein, quand on se fait massacrer, son frère... Hamza El-Khatib, vous connaissez? Bon, ça suffit. Donc, je connais si d'autres jamais... cas que je peux vous citer. Oui, donc, on ne peut pas résumer la Non, mais des la milliers guerre de Syriens, il y a eu, Non. et les gens ont eu parfois des bonnes raisons de prendre les armes. Chirac. Je Il y suis a désolé, 100 000. je termine, monsieur. Oui, Je vous ai laissé, Christophe, je vous ai Ayad, écouté. termine. Mais gagner la guerre, c'est bien. Reprendre Raqqa, ça sera possible. Même peut-être Alep. Mais régner sur un pays qu'il a perdu. Diriger des gens qui se sont dirigés tout seuls depuis 3 ans. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être que l'autorité de l'État? Qu'est-ce que ça va être que de faire tourner l'économie dans un pays où il n'y a plus d'économie? Quand il va être à nouveau, c'est ça qu'il veut, être responsable de l'ensemble du bien-être des Syriens, il n'en a jamais été capable. Et là, il va falloir qu'il s'occupe de ça. Bientôt, la Syrie, ça sera une nouvelle Palestine. Il y a 2,5 millions, 3 millions de Syriens qui vivent hors de Syrie, dans des camps, en exil, etc. Ces gens-là vont revenir ou pas?
Il va être question du droit au retour. Et à quelles conditions ? On va parler de droit au retour de Syriens dans leur propre pays. C'est même plus la question de Palestine, ça va être pire. Ça va être la question du Rwanda. Donc, je suis désolé, je fais des comparaisons qui vous paraissent étranges, mais quand vous avez un quart de la population de votre pays qui fuit et qui a peur de revenir, ou dont il va falloir négocier le retour, quel effet ça va avoir sur votre... Donc, Bachar el-Assad, il a peut-être gagné là, il a peut-être gagné pendant 6 mois qui viennent, mais il veut se représenter un nouveau mandat de 7 ans en 2014. Qu'est-ce que vont être ces 7 ans ? À part un combat pour la survie permanente. Qu'est-ce que ça va être que le Kurdistan qui est désormais quasiment indépendant ? Où on apprend, il y a des écoles en kurde, il y a des drapeaux kurdes, et bientôt il y aura un jour une monnaie kurde. Si je peux compléter, moi je connais la Syrie depuis plus de 20 ans, j'ai fait beaucoup de travaux. La crise qui est arrivée me semblait inévitable, pour des raisons démographiques, économiques, etc. Je peux me faire l'avocat du diable, mais je pense que Bachar el-Assad, il a tenu 10 ans, c'était déjà beau, parce qu'en 2005, il aurait déjà pu avoir de gros problèmes à la suite du retrait du Liban, et qu'il a su quand même gérer une transition qui n'était pas évidente. Gagner la guerre, il va pouvoir le faire, ça va être assez facile finalement. Gagner la paix, évidemment, c'est autre chose. Mais ce régime, on a vu de quoi il était capable, au niveau des victimes et de la répression. Je pense que les réfugiés, comme vous le dites, le droit au retour, ça va se négocier. Il a encore besoin de temps. Si les combats durent encore 2 ans et qu'il y ait 5-6 millions de personnes qui sont expulsées de Syrie, des populations qui lui sont hostiles, des populations qui pourraient introduire la démocratie, ça l'arrange finalement. Ça l'arrange parce qu'une fois que ces gens seront à l'extérieur, ils vont devoir négocier leur retour en Syrie. Ils vont devoir négocier leur allégeance. Et il y aura des gens qui seront définitivement expulsés et on va distribuer leurs biens aux fidèles, qui seront d'autant plus fidèles qu'ils n'auront pas envie que les réfugiés reviennent. Les Kurdes, s'il vous plaît, je termine. Les Kurdes, on pourra s'en servir comme garde-frontière, ce qui permettra d'avoir une zone de protection contre la Turquie, pour fermer cette frontière. Donc ce régime a les moyens, à mon avis, alors pas des moyens évidemment qu'on aime, mais des moyens coercitifs de répression, de renouer des liens avec des tribus, par exemple dans la région de l'Euphrate, qui vont se débarrasser des islamistes, en leur donnant évidemment des privilèges. Il y aura sans doute une zone d'administration directe dans l'ouest de la Syrie, une zone d'administration indirecte dans l'est de la Syrie. Mais qui va payer les salaires ? Qui va L'Iran va payer les salaires. Justement, Fabrice Balanche, là on est en train de faire un peu, là on est quand même en train de faire un peu de la politique fiction en imaginant, de la prospective en imaginant que Bachar el-Assad reste au pouvoir. On ne sait pas. Christophe Ayad le disait. Il va y avoir peut-être des négociations encore avec les Américains. On va voir ce que fait l'Iran dans le dossier du nucléaire. Peut-être qu'un jour les Américains se rabocheront avec les Iraniens et que les Iraniens laisseront aussi tomber Bachar el-Assad. Non, au contraire, ils garderont Bachar el-Assad. S'ils se rabibochent avec les Iraniens, permettez juste un mot. Un mot et ensuite Randa Kassissa. Oui, mais moi je crois en le peuple syrien. Je suis Alépin. Nous sommes des industriels. Dès que la paix s'installe, Alep va repartir et redevenir le double poumon économique de la nation syrienne. Et il n'y aura pas la paix de cette façon-là. Je suis tout à fait d'accord avec Christophe. Il peut, c'est vrai, il peut gagner quelques zones, il peut encore regagner quelques terrains, mais jamais il pourra régner sur l'ensemble de la Syrie. Aujourd'hui, de toute façon, nous voyons très bien qu'il y a une division, une partition de la Syrie en 3 zones, même si cette partition n'est pas officielle. Il y a la zone autonome et il y a la zone contrôlée, la zone autonome kurde, la zone contrôlée par le régime et une autre zone, bien sûr, contrôlée par plusieurs, on va dire, rebelles, groupes d'islamistes, n'importe. Ce que je crois, en fait, on va voir les négociations, on va voir aussi les autres initiatives. Je crois que les combats où, on va dire, tout va stagner, ça veut dire on aura moins de victimes, peut-être on aura moins de destruction, mais les combats seront là, on aura des zones de combat jusqu'au jour, voilà, où on aura vraiment une Syrie sans Bachar el-Assad. C'est pour cette raison, je dis, il faut avoir un compromis. Avec les Alaouites, nous avons 2 minorités qui sont les plus fortes, qui ont des combattants et qui peuvent faire les choses, qui peuvent avancer les choses. La minorité kurde et la minorité alaouite. Et c'est avec ces minorités qu'on peut avoir la paix et on peut aussi avoir un projet politique pour la Syrie de demain.
Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. De toute façon, on verra bien l'issue de ces négociations, hein, si elles se poursuivent ce vendredi. On verra en tout cas s'il y aura des cessez-le-feu locaux, peut-être la mise en place de couloirs humanitaires ou d'échanges de prisonniers. En tout cas, vous aviez l'air plutôt sceptique sur le plateau. On en reparlera évidemment sur l'antenne de France 24. Et dommage, Randa Kassis, que vous n'en ayez pas plus dit sur cette prochaine initiative, mais vous reviendrez nous en parler quand elle sera officielle. Karim Yayaoui, bonsoir. Karim. Alors, on va reparler de cette conférence de paix sur la Syrie, et on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, dans les médias français. On partageait notamment cette une de l'Humanité avec ce titre, l'obligation de résultat, mais en même temps, lorsqu'on lit un peu ce qui est écrit en dessous, on s'aperçoit que ça va être compliqué. L'Humanité souligne que ça ne pouvait pas plus mal commencer dans des conditions plus difficiles. Le site de L'Orient le Jour, journal libanais francophone, reprend cette formule de Ban Ki-moon, occasion énorme, mais là aussi, lorsqu'on lit un petit peu l'article dans son intégralité, on s'aperçoit que pour l'instant, personne n'est d'accord. Même scepticisme sur le site du Huffington Post dans sa version française, qui parle d'objectifs irréalisables dans cette conférence de paix en Syrie. Et puis ce site internet Orient 21 qui écrit cet article, Genève 2 envers et contre tout, et se pose la question de savoir si ce qu'on avait rédigé, ce qu'on avait décidé à Genève 2 est encore pertinent aujourd'hui, parce que c'est ce qui sert de base à ce Genève 2 depuis... Genève 1, vous voulez dire, c'est encore pertinent par rapport à Exactement, parce 2. que Genève 1 sert de base à Genève 2, et depuis, la situation est plus complexe, plus sanglante. Alors on pose cette question sur ce site internet. Quelques réactions de Twitto aussi pessimistes. Nomad Forever qui dit, eh bien, il y a eu le Festival du Rire à Montreux il y a quelques jours, eh bien, c'est le festival des larmes et des incapables, très négatif. Alors, le compte Twitter de l'abbé Grosjean qui, lui, se félicite que le pape François ait eu raison, parce que d'après lui, la solution est politique et pas militaire. Ce n'est pas ce que pensait Laurent Fabius il y a quelques mois, il a changé d'avis depuis. Il dénonce, lui, les élucubrations agressives syriennes. Il parle évidemment du régime en place. Et puis je vais vous montrer quelques tweetos qui veulent alimenter l'espoir. Faisal Metaoui est journaliste algérien. Il invite tout le monde à aller signer cette pétition sur ce site avaz.org. Un appel au secours venant de Syrie. Une pétition qui appelle à un cessez-le-feu. Déjà 772 459 signatures. L'objectif, c'est d'atteindre le million. Et puis le site du Huffington Post qui s'arrête sur le sort des enfants syriens, notamment à travers une association, une organisation non gouvernementale plutôt, qui s'appelle Save the Children, qui publie un certain nombre de photos d'enfants qui ont autour de 8-12 ans, comme cette petite fille qui s'appelle Lynn, qui a 8 ans, et qui publie un dessin avec à droite une petite fille en bonne santé, aux cheveux longs, et à gauche une petite fille qui souffre et qui vit la guerre. Il y a beaucoup de dessins que vous pouvez retrouver sur le site du Huffington Post. Le retour de Nicolas Sarkozy en France. Alors, on en avait déjà un petit peu parlé hier. Annoncé par Bernadette Chirac cette fois. Annoncé par Bernadette Chirac. On en parle du côté des médias français, notamment du Figaro. Alors, hier, on a vu que Nicolas Sarkozy était réapparu sur le site Instagram en publiant une photo où il sirotait un café au bar. Au bar. Ça avait déjà suscité beaucoup de réactions, mais alors là, Bernadette Chirac qui nous annonce qu'il reviendra bel et bien en 2017, eh bien, ça suscite beaucoup de réactions. C'est repris notamment sur le site du Guardian, c'était sur l'antenne de Europe 1. Alors, on a un petit peu cuisiné. Elle dit « Oh, il va me gronder si je dis ça ». Et elle finit par lâcher qu'il reviendra en 2017. Elle a eu aussi un petit mot pour Valérie Trierweiler, à qui elle a envoyé un petit mot de soutien. Ça vous fait réagir, Bastien? Ah oui, c'est passionnant tout ça. Hein. Alors, ça continue de passionner les lecteurs français, et on parle sous un angle inattendu de cette affaire Hollande-Gaillet, puisque les casques de moto de la marque utilisée par le président de la République sont en rupture de stock. Tout le monde s'est jeté apparemment sur ce casque qui ne lui a pas permis de rester anonyme. Merci beaucoup. Merci Karim pour cette chronique. Christophe Ayad, on a parlé de la Syrie. Je vois quand même qu'on dise, qu'on se souvienne bien de Édouard Elias, Didier François, Pierre Torres et Nicolas Hénin. Ils ont été enlevés en juin dernier, et on pense évidemment ce soir encore à nos confrères. Oui, Bassam Tam. Par des islamistes, ils ont été arrêtés.
les 4. Écoutez, ce n'a pas Sur un barrage, Ouais, on ne sait pas. sur un barrage de l'EIL. Et même les... Alors, il y a 2. Non, Ouais. Parane, je vous interromps, je suis désolé, il faut être factuel. Oui, Donc, allez-y. 2 ont été arrêtés par des hommes armés Des hommes armés au nord à d'Alep et 2 autres et 2 autres dans la région de... à Raqqa, Raqqa. pas dans la région, mais à Raqqa, au siège du principal bâtiment gouvernemental, par des hommes armés. Voilà. Et ces hommes armés, Allez, ils sont pas retenus certains- dans une prison islamiste. On va pas faire Non, mais je dis le juste débat. qu'il n'y a pas de revendication. Donc voilà, Prudence. il n'est pas bon de Voilà. spéculer publiquement sur cette histoire. Probablement ce sont des rebelles, probablement des djihadistes, mais Merci. dites probablement. Probable. Merci. Voilà. Voilà, en tout cas, on pense à eux ce soir et Bien on ne les sûr, oublie pas. bien Merci sûr. à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup Karim. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à partir de 18h et Paris Direct continue tout de suite le journal. Très belle soirée, à demain.